Vous écoutez l'épisode 22 de Thérapeute Kids et aujourd'hui, j'ai la chance, que dis-je, nous avons la chance parce que vous aussi, aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'écouter le docteur Anne-Gaëlle Froin-Marien. Anne-Gaëlle est pédiatre et elle travaille avec moi au sein de Kiddy Mind depuis bientôt 3 ans. Elle accompagne les membres de Kiddy Mind dans les supervisions. Et je suis d'autant plus ravie de vous la faire découvrir au travers de cet épisode si vous ne la connaissez pas. Parce que pour moi, Anne-Gaëlle dégage vraiment cette humanité qu'on aimerait, je pense, tous pouvoir trouver chez n'importe quel professionnel de l'accompagnement. Je n'en dis pas plus pour le moment, je vous laisse découvrir cet épisode qui balaye plusieurs points absolument essentiels pour tout accompagnant et particulièrement quand on accompagne des enfants et des parents. Et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir. Je te remercie encore infiniment, Anne-Gaëlle, pour l'excellence de tes partages et pour la pertinence de tout ce que tu nous proposes lors de cet épisode. Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast qui explore tout ce qui peut aider les enfants et les adolescents à grandir plus heureux, plus libres et plus épanouis. Que vous soyez professionnel de l'accompagnement, thérapeute, travailleurs sociaux, professionnels de santé, enseignants ou encore que vous soyez parents, vous allez découvrir au travers d'interviews passionnantes des ressources dont chacun de vous pourra s'inspirer dans son quotidien personnel ou professionnel pour contribuer à la mission de Kiddy Mind qui est celle d'accompagner les enfants à grandir plus heureux. Si vous ne connaissez pas Kiddy Mind, il s'agit d'une communauté et d'une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique, qui les aident à développer leur expertise auprès des enfants, des ados et de leurs parents. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind. J'ai été éducatrice spécialisée puis chef de service éducatif pendant plusieurs années avant de me décider à quitter le secteur social et médico-social pour m'installer en libéral en 2016 en tant que praticienne en hypnose. Aujourd'hui, mon quotidien est exclusivement tourné vers la création de programmes et de contenus en ligne avec toujours au cœur de ce que je partage l'envie de montrer qu'on a toujours le choix, que tout est possible, sans dire pour autant que le chemin sera facile. Je vous propose donc de découvrir comment, en tant qu'adulte, vous pouvez dès aujourd'hui contribuer à avoir un véritable impact auprès de ceux qui seront les adultes de demain avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Anne-Gaëlle Froin-Marien et je suis particulièrement ravie de t'accueillir et touchée que tu aies accepté cette invitation. Anne-Gaëlle, comment vas-tu ? Merci Isabelle. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Merci beaucoup à toi de cet accueil sur Thérapeute Kids. Je suis moi aussi ravie et très heureuse de participer. J'ai pu découvrir il y a pas longtemps là, le podcast et je suis enchantée. Je trouve ça vraiment super et très inspirant de pouvoir partager tous ces témoignages ou ces trucs aussi qui sont partagés dans le podcast. C'est vraiment appréciable et c'est vrai que c'est une chance parce que on en a tous besoin. Bah écoute, c'est une chance pour moi aussi et puis pour tous ceux qui vont nous écouter. Je disais que je suis touchée que tu sois là aujourd'hui parce qu'on travaille ensemble depuis bientôt 3 ans maintenant. Tu as fait partie de la toute première cohorte quand j'ai lancé Kiddy Mind. Avec la trouille au ventre de t'accueillir parce que tu es médecin pédiatre. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais fermé les inscriptions et tu m'avais contacté un petit peu après et je m'étais dit, oh là là, une pédiatre, qu'est-ce qu'elle va penser de ce que je partage? Et puis, c'est vrai que ça a matché très, très vite. Et aujourd'hui, tu accompagnes aussi au sein de Kiddy les membres lors de supervision. Donc voilà, je sais comment tu travailles, je sais quelle est ta philosophie, quels sont tes principes, tes valeurs, et on se retrouve sur énormément de choses. Et donc, c'est voilà, d'autant plus pour ça que je suis à ce point contente de t'accueillir parce que tu parlais de moments inspirants et je sais que ce moment va être inspirant pour beaucoup, aussi bien les professionnels que les parents qui écoutent. Donc, merci beaucoup. Ah, super. Bah, écoute, je suis honorée. Merci pour tout ce beau message de début. Écoute, je suis comme tout le monde.
c'est important aussi de commencer par là. Donc, Ouais. la pédiatre qui s'inscrit sur la plateforme à l'arrache, j'ai envie de dire, alors que c'est déjà fermé, bah voilà, c'est moi aussi, comme tous les professionnels qui écoutent, comme tous les parents qui écoutent. Je suis aussi maman, hein, j'ai Mm. 4 enfants. Pour, entre 7 et 14 ans, ou 14 ans et 7 ans, peu importe dans quel ordre. Mais je suis, voilà, cette femme en chemin, en transformation, mais comme tout le monde aussi. Et ça, c'est très important de le nommer parce que on peut vite attribuer quelque chose à mon cursus ou à mon expertise, etc. Mais je suis humaine avant tout. Et ça fait partie de ma façon j'ai envie de dire de pratiquer, mais plus que ça, d'être au service des gens, c'est d'être avec le cœur de l'humaine. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais bien te présenter comme tu le souhaites, en fait? Me présenter. Ouais. Ah oui. Euh, alors, c'est la fameuse question qui suis-je? Euh, c'est ce que je te disais hors antenne, c'est peut-être la partie un peu délicate pour moi de partager ça. C'est toujours réducteur pour moi d'aller dans une identification comme ça avec des mots. Alors, euh, je crois que j'en ai dit une partie. Je suis maman, je suis pédiatre, donc spécialisée en accompagnement à la parentalité. Je suis aussi hypnothérapeute et j'ai depuis le début à cœur d'offrir le meilleur à travers le lien, avec ce côté humaniste dans la relation de soins et ce côté enfin, ce meilleur, il s'est avéré être de prendre en charge la personne dans son entier, dans sa globalité. Et c'est ce qui m'a fait évoluer vers la pédiatrie nommée intégrative, la santé intégrative, qui est cette multidimensionnalité de prendre autant le corps physique en tant que somaticienne, en tant que professionnelle de santé, euh, mais aussi la dimension psychique, le corps émotionnel, la relation familiale avec le côté systémique de la famille, mais aussi le côté transgénérationnel de l'enfant, de ses parents dans ce qui se joue, le côté de l'environnement avec la nature, de l'école, de l'environnement même, la grande nature, l'extérieur de vie, etc. Et ça a évolué comme ça progressivement avec aussi, j'ose nommer et prendre dans cette globalité tout ce qui est le côté énergétique et de l'existence, avec une dimension que certains vont nommer des croyances, mais qui a un côté un peu plus spirituel. Et je rassemble tout ça dans ma vision globale de la santé. Ouais, Donc, merci. Vas-y, je t'en prie. non, non, je pense que c'est une partie de ma présentation, mais c'est réducteur, évidemment, hein. Je suis pas, je pense que ce que j'aimais bien, c'est dire que je suis humaine, comme tout le monde, et que je fais de mon mieux, et que je suis en transformation, et que je suis une femme en chemin. Euh, Hmm. Merci de nommer ça parce qu'effectivement, on voit dans les accompagnements combien et peut-être encore plus avec la position de médecin, le côté sachant qu'on peut attribuer quand on est parent, quand on est même autre professionnel. Et merci de rappeler ça, le fait que bah, ouais, tu es une humaine en chemin, comme chacun d'entre nous finalement. Euh, donc, bien sûr, c'est réducteur et en même temps, c'est un point d'entrée qui va nous permettre aussi d'avancer par rapport à qui tu es. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on pratique, on est l'accompagnant en fonction de qui on est et en fonction de notre histoire. On n'accompagnera pas de la même manière, on ne va pas se tourner vers les mêmes disciplines. Euh, et à ce propos, toi, tu as fait alors j'allais dire un choix, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais en tout cas, ce choix d'aller vers une pédiatrie dite intégrative. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça t'est venu? Est-ce que c'est quelque chose qui était là
dès le début? Parce que j'imagine, alors peut-être que je me trompe complètement, mais que dans les études de médecine et ensuite la spécialité en pédiatrie, c'est pas forcément une dimension qui est mise en avant au départ. Comment toi, tu t'es dirigée vers cette idée d'aller vers une pédiatrie intégrative? Bah, merci pour la question. Je suis toujours très touchée par le témoignage que je peux apporter par rapport à ça, parce qu'évidemment, ça s'est construit au fur et à mesure de ma vie. En fait, j'ai, il y a un truc où je suis passionnée par le côté enfant, pureté du début de la vie, mais aussi la croissance, l'évolution. Il y a quelque chose qui me passionne avec ça et avec la profondeur de ça, donc d'où ce qui va me faire aller vers l'hypnose après, la passion des états de conscience modifiés, des sagesses du monde. Ça, c'est ce qui a animé, mais en effet, initialement, donc j'étais l'étudiante en médecine lambda j'ai envie de dire, qui se fait façonner par le système hein, de l'institution et du secteur de la santé, avec, euh, avec bien sûr sûrement des aspirations profondes, mais pas la capacité ou les aptitudes de nommer ce que je viens de te dire là à l'instant. Et donc, en fait, au fur et à mesure de mes études, avec tout, bon, j'ai toujours été quand même avec le cœur, hein, donc avec beaucoup la relation humaine et le côté du cœur. J'ai grandi en tant qu'étudiante en médecine et je voyais ce côté, enfin, je sais pas, je voyais, j'étais littéralement plongée dans cette technicité du soin qui était imposée progressivement au fur et à mesure de mes études, la, comment dire, la quantité de savoir à ingurgiter et à connaître. Je ne sais même pas si c'est intégré, mais en tout cas à savoir ressortir et à appliquer, mais à un sens un peu technique, hein, quelque chose d'un peu, on devient des robots à connaître nos pages de livres par cœur et nos trucs, à les ressortir au tac, au système de concours, etc., où il y a quelque chose de ce registre-là. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, je sentais que je perdais de la vitalité, vraiment. Mais ce n'était pas accessible à la conscience de cette manière-là, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas trop hein, après coup. Et j'ai vécu moi-même l'épuisement d'être machine, mais plus connectée à son énergie vitale, en fait, hein, du sens de tout ce qu'on fait. Et moi, vouloir bien faire dans ce côté d'exigence que je me mettais aussi avec moi-même, enfin, c'est infini. On peut donner sans... Mais là, pour le coup, on n'est pas connecté à soi, donc on perd tout, quoi. On s'épuise. Donc déjà, j'ai vécu moi-même l'épuisement avec le côté ce qu'on va nommer là dans la société, hein, des mal de la société, de le burn-out ou le pré-burn-out, etc. Très vite, j'ai pu moi-même expérimenter ces débuts-là ou carrément avec des symptômes du corps. Moi, j'avais mes genoux, j'étais hyper jeune, il n'y avait aucune raison. Même le chirurgien qui m'a opéré me disait vous faites du marathon, c'était une fracture de fatigue, hein, des ménisques, enfin, c'était hallucinant. Et en fait, j'ai vécu la chance d'aller aussi à l'étranger, sur le continent nord-américain, aux États-Unis, au Québec, où c'était la même chose. On dit toujours c'est plus vert ailleurs, enfin, l'herbe est plus verte ailleurs, je sais pas quoi. Non, c'était pareil. Le soin occidental était dans cette hyper-technicité, même en pédiatrie. Et en fait, avant, je ne suis peut-être pas exactement dans l'ordre, mais avant, j'ai toujours voulu rester généraliste. Il y avait un truc où, moi, ce côté global était important pour moi. Et j'ai découvert par les épreuves de vie l'importance de mes propres dimensions émotionnelles. Les, je suis devenue maman en même temps que je faisais mes études, donc ça a lié quelque chose de très fort dans mes apprentissages, mes connaissances pédiatriques en même temps que ce que c'est qu'être parent, maman, et ce qu'on a besoin de savoir en tant que parent. Et ça a lié quelque chose de très fort dans ma façon d'exercer, où j'ai compris l'importance des parents dans la santé, de l'implication des parents, de la
contribution des parents, mais même en co-thérapie, c'est-à-dire ensemble, si on n'avait pas l'alliance thérapeutique, je parle d'un truc très pédiatrique, mais si on n'avait pas l'alliance thérapeutique des parents sur donner de la ventoline à un enfant de bas âge, le bébé ne va pas l'apprendre tout seul, en fait. Et donc, il y avait de la compréhension, de l'éducation thérapeutique ou des choses du lien qui était important. Et donc, ça a créé comme ça, progressivement, je ne sais plus exactement ce que c'était ta question, mais l'importance des différentes dimensions dans la prise en charge en santé. Et ça a ouvert comme ça à ce côté physique, technique. Je suis née dans une famille où il y a beaucoup d'ingénieurs. J'honore ça, c'est pas le sujet. Mais aussi le côté humain avec le côté psychique que j'ai découvert, la psychosomatique, c'était quand même déjà dans mes études beaucoup nommé. Mais le côté émotionnel, pas du tout. Le côté relationnel, très peu. J'ai eu un petit peu des cours sur l'annonce diagnostique, d'une annonce grave, cancéro, etc. Mais dans le quotidien de nos cours de médecine ou de nos stages de médecine ou de tout ça, c'était quand même mal enseigné. Je crois que ça évolue quand même beaucoup dans ce domaine-là. Et progressivement, le côté systémique, dont j'ai un peu parlé avec l'importance des parents ou l'environnement, parler de maladies respiratoires, évidemment, l'environnement est important. Enfin, et puis, plus avec les croyances et le ressenti existentiel, puisqu'en fait, je suis très vite allée par mon côté humaniste et mon côté d'implication dans la relation. J'ai été attirée par être au cœur du sujet de l'existence, c'était les soins palliatifs pédiatriques aussi. Ça a ouvert à chaque fois plus de dimensions à l'importance de prendre en charge entièrement cette globalité. Donc, est-ce que je me suis égarée ou c'était... Mais pas du tout, pas du tout. Non, 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 c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai cette image assez technique, effectivement, du médecin et du médecin pédiatre et où il n'y a pas forcément ce temps qui est pris pour toute la dimension relationnelle, émotionnelle. Et ça m'amène à une question, c'est comment est-ce que toi, tu le traduis en fait dans ta pratique, dans tes consultations en tant que médecin pédiatre, parce que j'imagine que tu as des demandes courantes, entre guillemets, de parents qui viennent te consulter en tant que pédiatre. Comment est-ce que toi, justement, tu amènes cette dimension intégrative dans tes consultations? Eh bien, écoute, alors ça s'est façonné aussi au fur et à mesure. Déjà, il a fallu se nommer. Et en tout cas, moi, j'ai voulu me nommer. C'est pour le coup, quand je suis arrivée à La Rochelle après l'étranger, j'ai décidé d'ouvrir et j'ai directement nommé que je faisais de la pédiatrie intégrative. Je voulais pas retourner dans un système. Je voulais asseoir que ma prise en charge, elle impliquait cette ouverture me concernant, mais donc peut-être il y avait des gens, ils n'en avaient pas besoin ou c'était pas leur truc ou ils s'y retrouvaient pas. Et donc, ça m'a permis voilà, d'attirer sûrement les personnes intéressées, mais aussi de me respecter, puisque voilà, je n'avais pas être critiquée, j'offrais plus de ma façon d'offrir comme ça, mais c'était pas peut-être pas le besoin de tout le monde. Et donc, j'ai nommé et j'ai fait des consultations qui, en fait, la différence est plus longue. C'est-à-dire que déjà, il y a un temps d'écoute, un temps d'observation. Et puis, dans le concret, bon, au fur et à mesure du temps, il faut le savoir quand même pour ceux enfin, puisqu'on écoute là en ce moment, mes consultations se sont spécifié dans ce côté global, c'est-à-dire que j'ai quand même des situations qui sont plus complexes et le tout venant de la pédiatrie va être souvent géré par le médecin traitant ou par d'autres de mes collègues finalement, puisque il a fallu que je fasse des choix parfois tout simplement parce qu'il me manquait de temps, hein.
Et donc, j'ai proposé aux parents de continuer à suivre, mais pas forcément pour les urgences tous les jours, pour qu'on puisse garder ce temps qualitatif. Donc, ça a été un choix. C'était pas simple pour moi parce que j'ai toujours Mm. gardé l'infectiopédiatrie, c'est pas un sujet. Mais ça fait partie, par exemple, du concret. Et donc, dans ma pratique, ça fait que ma présence, ma posture est différente de celle d'un pédiatre classique. Déjà beaucoup travaillé par mon chemin de développement personnel, mais en tant que perso et pro, c'est-à-dire que on en a parlé tout à l'heure, j'ai changé de posture. Hein. Je suis pas du tout dans une posture de sachante, mais dans une posture d'accompagnante. Moi, je mets même au service, ce qui peut dérouter certaines personnes d'ailleurs, encore récemment. Et donc, c'est comment je peux être à votre service, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis, en fait, il va y avoir une position de base, qu'on va appeler dans le jargon hypnotique, mais quelque chose de très bas qui va réélever et réactiver une partie des ressources du parent, de l'enfant, de la famille, pour aller vers cette importance fondamentale pour moi, qui est le processus de santé et de guérison, et personnel enfin, et individuel. Il n'est pas attribué à l'extérieur, il est interne et je le facilite avec cette posture, en fait. Donc, activatrice de ressources, ça, c'est sûr, avec cette posture-là. Donc, ça se voit tout de suite. Mon cabinet est disposé différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bureau entre moi et les gens. C'est un petit peu comme un salon avec des chaises, un peu plus comme chez un psychologue d'ailleurs, mais il y a une petite table basse et puis un petit canapé pour les enfants. Il y a plusieurs dispositions qui sont spécifiques à créer ça. J'ai même des petits tabourets. Ça m'arrive souvent d'être. Je sais que ça peut être un peu surprenant, mais je suis jeune et je suis à l'aise dans ma dynamique de corps. Et donc, je me mets carrément assise au sol ou sur un petit tabouret et les gens sont sur leur chaise, quoi. Des fois, c'est. Alors, bien sûr, tout ça, ça se place en fonction, attention, dans une certaine justesse, en fonction des ressentis des gens, etc. Mais il peut y avoir vraiment ce truc qui physiquement incarne ce que je suis en train de Mm. dire à travers beaucoup de suggestions du coup d'environnement, mais aussi dans ma posture physique et dans mes questions du coup aussi. Donc ça, c'est une autre chose. Et puis après, c'est ça que je trouve magique et incroyable, c'est la déclinaison des possibles que j'ai, puisque avec la formation universitaire que j'ai en théorie de l'attachement, avec celle que j'ai en santé intégrative et pratique psychocorporelle, avec ma passion pour l'hypnose, l'état de conscience modifié, et ma formation que j'avais fait à Montréal sur la programmation neurolinguistique et tout ça, j'ai quand même vachement de possibilités d'outils et je les incarne dans la consulte. Donc, ça peut être, on va prendre un petit temps pour respirer avec de la cohérence cardiaque ou de la présence avec du mindfulness, autant qu'avec euh, une vraie posture de recadrage, d'hypnose conversationnelle dès les premières consultations de rencontre, en fait. Et puis après, on peut placer des moments un peu plus hypnotiques si besoin dans une consultation. Mais finalement, comment dire, je sais même pas si quelqu'un m'observait en consultation, si il pourrait percevoir la stratégie intérieure qui se fait toute seule avec les différents outils, tellement c'est fluide. Hein. Je suis pas en train de dire bon, allez, on va faire ça et ça. Par exemple, je sais que j'avais fait un mémoire sur la vaccination et le côté intégratif de ma médecine. Et en fait, j'incarnais la cohérence cardiaque pour créer de la résonance cardiaque pour apaiser les parents avec leur respiration, en même temps que j'utilisais des objets qui avaient une tendance hypnotique, en même temps que j'étais bien focus sur ce qui pouvait se jouer sur le plan émotionnel et la façon de l'attachement que les parents avaient entre eux, avec l'enfant, la façon dont l'enfant est attaché à son parent, etc., pour créer une espèce de j'allais dire d'œuvre, mais je crois que ouais, parce que je suis un peu une artiste en fait. Hein. C'est unique, mais qui se joue au-delà de moi, quoi. Moi, je suis honorée qu'il y ait des révélations comme ça, mais c'est eux, l'œuvre. Et donc, les gens qui sont habitués
au rendement médical un peu classique. Attention, hein, il y a beaucoup de médecins qui ne font pas ça non plus, mais verraient que je fonctionne différemment. Mais, euh, mais ce n'est pas non plus avec une espèce d'enchaînement d'outils. Hmm. C'est intégré et c'est l'importance de ce mot intégratif. D'ailleurs, je rappelle, ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé, hein. Integrative medicine, c'est une tendance, ou je ne sais pas si c'est une tendance, mais c'est des mots posés, hein, qu'on retrouve, même avec des publications scientifiques qui datent de dizaines d'années en arrière maintenant, qui ont commencé à être surtout nommés aux États-Unis, mais on retrouve ce côté-là de plus en plus en France, au Canada, et puis dans les pays francophones, en Belgique, en Suisse aussi. Je sais que ça se développe, hein. Voilà. Donc, Ouais, ouais. ouais. Vas-y, dis-moi. Bah, une question que je me pose, parce que je trouve qu'on sent très bien dans ton discours ce côté stratégique et en même temps quelque chose de très fluide qui est intégré et où effectivement tu ne vas pas proposer telle ou telle chose complètement au hasard, qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue à l'intérieur de toi en fonction de, j'imagine, de la relation que tu as avec le parent, de la relation qu'il peut y avoir entre le parent et son enfant. Mhm. Euh, Qu'est-ce que ça, c'est quelque chose parce vraiment, je trouve que ça, la manière dont tu le racontes, ça donne à voir vraiment l'étendue de cette boîte à outils dans laquelle tu peux piocher en fonction de ce qui se passe en séance. Mais souvent, ce qu'on entend, tu vois, parmi les collègues professionnels de l'accompagnement, c'est justement une grande boîte à outils, une espèce d'accumulation d'outils, de techniques, de formations, peut-être parfois à la recherche de la formation qui va permettre justement d'intégrer un truc et d'aller vers cette fluidité là dont tu parles. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été là, tu vois, une capacité à pouvoir intégrer assez naturellement et à pouvoir le réutiliser plus ou moins stratégiquement en séance euh, ou pas et quel conseil, ou en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être, tu vois, aux collègues qui ont plein d'outils, mais qui ne savent pas forcément quoi en faire ou qui ne savent pas à quel moment les utiliser. Tu vois, ce côté stratégique, finalement, c'est comment je sais à quel moment c'est le meilleur truc. Est-ce que, alors, c'est une question un peu globale, mais est-ce que tu aurais, toi, certaines choses à pouvoir dire aux collègues? Alors, il y a plusieurs choses qui sont venues pendant ta question. Je vais quand même commencer par ce côté que tout est là. C'est vrai que c'est quelque chose que je sais que toutes les deux on partage, mais euh, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher à l'extérieur. Quand il se joue quelque chose, ça se joue là, devant soi. Euh, Peut-être que c'est pas un conseil, c'est un partage, un témoignage, mais quand on est connecté justement dans ce cœur à cœur ou cette relation humaine, ça vient tout seul en fait. Hmm. Et je ne pense pas que ce soit parce que j'ai un fonctionnement cognitif plus rapide que d'autres ou alors que j'ai enchaîné des formations qui m'ont amené de la stratégie. Je pense que c'est quand même euh, accessible à tous à travers l'authenticité, à travers l'importance du lien, de l'écoute, de l'observation, euh, de la reformulation. Euh, on reformule. Et la personne, c'est déjà un miroir pour elle de recevoir la phrase qui a été sortie sans qu'ils en aient peut-être pris conscience. Et on reformule et on fait repréciser. Et, 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 et à travers ça, on va voir, je ne sais pas, là, sur ce podcast, il y a beaucoup la respiration qui vient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste de redonner de l'espace à respirer, un silence, à accueillir une émotion et donc bah, peut-être la cohérence cardiaque qui va venir. Euh, et, euh, et puis, on voit qu'il y a
quelque chose qui est peut-être bloqué. Et là, un outil hypnotique enfin un outil, enfin un protocole, je sais pas comment dire, mais avec une métaphore ou une utilisation de sous-modalités, comme ça s'appelle en hypnose, de transformation. Et puis, euh, et puis on voit que euh, l'enfant, par exemple, ou je ne sais pas, il n'arrive pas à nommer. Il est dans autre chose. On observe le jeu, sa relation avec son parent. Et là, on peut être dans l'attachement ou alors on peut être à lui favoriser un espace. On sort un papier et des crayons ou alors il va sur le tableau blanc et il dessine et en fait, c'est là où ça aurait été fluide, c'est-à-dire que moi, je peux pas dire, ah ouais, dans tel type de consultation, il y a ça, 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 dans tel type, même, je prenais un truc classique du médecin, là, les histoires de vaccins qui font tant polémique et tout, c'est pas le sujet, là. L'histoire, euh, comment, quelle famille, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là et l'important, c'est de, euh, de s'adapter. Parce que moi, du coup, à part mon approche, j'ai ce côté où ben, je suis médecin pédiatre, donc on vient faire ça. Et puis, il y a ceux qui vont venir justement, est-ce que nous, on est accepté si on est anti-vaccin, etc. Et, en fait, on s'adapte, on découvre, on, on est là, pourquoi? Est-ce qu'on est là pour prôner un savoir, le dicter à tout le monde, ou on est là pour accueillir la personne dans qui elle est et qu'est-ce qu'elle voit comme processus de santé et qu'est-ce que c'est pour elle la santé ou l'évolution euh, et ça va être dans tous les domaines, hein. Une histoire de début d'absentéisme scolaire avec un trouble anxieux, des maux de tête répétés ou des maux de ventre répétés, comment on découvre la situation, quel outil on peut mettre en place directement. Et il y a des choses, des fois incroyables, qui se passent et qui sont pas un outil spécifique. Donc vraiment, le message, c'est celui de se laisser observer et d'être en lien. Ça, Mm. ça, ça me paraît vraiment une clé, en fait, pour tous les professionnels qui se posent des questions. Et c'est accessible à tout le monde, hein. Vraiment, vraiment. On le sait d'ailleurs parce que des études sur l'écoute empathique révèlent que c'est thérapeutique. Une belle posture de quelqu'un qui s'est écouté vraiment avec le cœur, pas qui, je sais plus, là, souvent je confonds, mais il y a écouter et entendre. Enfin, Mm. mais en tout cas, c'est ce côté de l'écoute avec le cœur, là, vraiment, c'est thérapeutique, tellement on a peu d'espace dans nos vies, en fait, pour vider son sac, si c'est le mot qu'on utilise. Et dans ce cas-là, bah, le professionnel aide à la transformation de ce qui s'est joué. Donc, ça, je pense que ça fait partie de la réponse. Et alors après, évidemment, hein, j'ai été aussi formatée technicienne et j'aime aussi apprendre sur le plan stratégique. Et je pense que ce serait faux que de dire que se remettre à niveau, avoir des collègues qui parlent des stratégies, tout ça, ça sert à rien. Je suis pas sûre. Parce que si on est dans une posture, en tout cas, je me considère à avoir besoin de remettre en question, de remettre en doute. Dans une démarche scientifique, il y a ça, c'est constamment, c'est des hypothèses et des remises en question pour avancer. Donc, ça fait partie aussi du jeu, j'ai envie de dire. C'est peut-être moins moi qui vais enseigner sur ça, mais quoique sur un plan thérapeutique d'hypnose ou d'accompagnement intégratif, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, dans une démarche scientifique, je ne suis pas une chercheuse, quoi. Donc, Mm. voilà. Ouais, mais je te rejoins complètement sur ce côté accompagner avec le cœur, vraiment être dans le cœur à cœur. Et tu vois, en t'écoutant, moi, je repensais à bah, la formation d'hypnose. On a fait toutes les deux la formation de l'Arche. Euh, et je me souviens que moi, je suis arrivée, j'étais déjà accompagnante, puisque j'ai EduxP de métier. Et je me souviens que toute cette technique est venue vraiment m'entraver très fort. Euh, En même temps, c'était nécessaire de passer par là pour pouvoir l'intégrer aussi à un moment donné. Euh, mais je sais qu'il y a eu une bascule, et notamment, tu vois, quand je me suis installée en tant qu'hypno en libéral, où j'étais
au départ beaucoup dans la technique et très vite, je me suis dit, mais ça va pas. J'ai l'impression d'avoir perdu tout ce que je savais faire au départ, c'est-à-dire accompagner quand je n'étais pas entravée par la technique. Et donc, j'ai vraiment fait le choix de revenir à ce que je savais faire, c'est-à-dire accompagner et de mettre l'hypnose comme un outil au service de l'accompagnement. Et ça a changé absolument tout, en fait, parce que, euh, tu vois, notamment par rapport à ce côté stratégique, je te rejoins complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai accepté de pouvoir accompagner de cœur à cœur dans cette forme d'authenticité, euh, bah, la technique arrivait toute seule, en fait. Je piochais parmi les différents outils que j'avais à ma disposition. Il y avait ce truc très fluide qui pouvait se passer à ce moment-là. Mais tu vois, je pense que enfin, c'est vraiment une hypothèse, mais j'ai le sentiment, notamment par rapport à la posture du sachant qu'on évoquait, que c'est pas évident de se positionner, tu vois, en se disant, bah, voilà, les gens viennent nous voir, surtout quand on débute, et de pouvoir s'autoriser à être plus qu'à faire. Tu vois, c'est un truc que je répète beaucoup dans Kiddy Mind. Arrêter de vouloir faire. Bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais avant ça, c'est être avec l'autre, voilà, c'est l'écouter, c'est tout ce que tu dis. Donc oui, merci de rappeler ça parce que je pense qu'effectivement, c'est la base et c'est peut-être le plus compliqué de s'autoriser à être soi. Et puis, voilà, qu'est-ce que ça veut dire en plus être soi, mais en tout cas de s'autoriser à accompagner avec le cœur. Mhm. Parce que Bah, probablement que ça amène une forme de vulnérabilité mhm. aussi chez l'accompagnant. Et mine de rien, rester derrière ces outils, sa technique et cette casquette du professionnel, ça permet de se préserver aussi d'une certaine manière. Tout à fait. Alors, c'est beau que tu parles de la vulnérabilité parce que pour moi, c'est la source ou une source, je ne sais pas bien dire, mais de la puissance aussi justement de l'accompagnant et de l'accompagnement, c'est d'aller s'autoriser à soi vivre cette vulnérabilité pour montrer en fait à l'autre le chemin de sa propre vulnérabilité. Et donc, ça va donner un truc qui va être justement, j'ai envie de dire, ultra sécurisant à partager dans un podcast. Mais en fait, peut-être que l'essentiel de tout ça, c'est de montrer comment on fait aux gens. Donc, n'hésitez pas quoi, à dire oh là là, je sais pas, je suis un peu perdue là. Attends, je vais prendre. Donc attends, si je fais ce que je t'ai dit tout à l'heure, bah alors je suis dans quelle émotion? J'en sais rien. C'est vrai que ça peut être justement la façon de montrer à un ado d'aller vers sa vulnérabilité. Il faut rappeler, je le dis souvent aussi hein, dans Kiddy Mind, dans mes supervisions, mais l'enfant apprend par plus de 80% par modèle, mais l'humain en général, c'est toute cette histoire aussi de neurones miroirs avec les théories scientifiques aujourd'hui sur le fonctionnement cérébral, etc. Mais c'est important de nommer que si on souhaite quelque chose, enfin, comment dire, si dans notre posture, c'est de montrer un chemin aux gens, d'aller vers eux-mêmes pour découvrir ce qu'ils veulent vraiment ou ce qui les anime dans leur objectif, si c'est un objectif déterminé, leur demande et par rapport à leurs problématiques, etc., c'est d'incarner soi. Et en fait, vous êtes humain, je suis humaine, donc si je veux incarner que c'est OK d'aller dans ces failles, dans ces peurs, dans ces vulnérabilités, dans ces émotions désagréables, etc., c'est que je m'autorise aussi à avoir cette porte-là ouverte. Pas forcément ouverte, bien sûr, évidemment, c'est toute l'histoire du jeu de la posture. En séance, je ne vais pas aller sur ma porte personnelle, mais sur ma porte qui peut être fermée, mais porte, enfin, je veux dire, pas fermée à clé, quoi, qui peut s'ouvrir en tant que professionnel en difficulté à ce moment-là. Hmm. Jeu personnel ne se joue pas en thérapie avec les personnes qu'on accompagne. Ça, on le dit quand même, on le précise. Hein, c'est tout l'importance justement d'être supervisé ou en co-vision, etc. Ce qui n'existe pas d'ailleurs, je dis au passage, chez les médecins en général. Et pourtant, on vit beaucoup de choses qui devraient être supervisées. Alors, je ne Hmm. parle pas des psychiatres. Heureusement, ils ont ces possibilités-là. Mais en tant que médecin pédiatre, on n'a pas de supervision par rapport à... Alors que on devrait, enfin, je ne sais pas, comme tous les professionnels de l'accompagnement. Bon, je le crée pour moi, mais enfin voilà, c'est assez un vaste sujet. Euh,
Ouais, merci pour ces échanges. C'est exactement la place que j'aime partager, en tout cas. C'est Mm. très important pour moi, ce côté-là de simplicité. Là, je repensais à la simplicité aussi de mon tableau blanc. J'ai un tableau blanc dans mon cabinet, là, qui est juste à côté. Il est hyper bas, il est accessible aux enfants, mais des bébés, là, enfin, il est à quelques centimètres, une dizaine de centimètres du sol. Et, euh, et c'est simple. Enfin, on parlait d'outils, mais là, c'est un truc à acheter pas cher, là. J'ai un arc-en-ciel de feutres Velleda qui vont avec. Mais en fait, c'est hyper simple et on peut presque, enfin, j'ai envie de dire, Mm. on peut presque tout avoir avec ce truc parce que si on le met accessible, il se joue des choses en séance que l'enfant s'autorise ou pas à y aller, que l'enfant dessine, qu'est-ce qu'il dessine, la façon dont il dessine, quel est le message s'il le fait en fin de séance pour faire un message. J'en ai plein, c'est magnifique. J'ai des messages de gratitude aussi en fin de séance avec un dessin ou des cœurs qui arrivent, mais aussi en début de séance avec un truc, ah bah non, je vais pas montrer ça, et puis la façon dont le parent réagit ah bah non, hein, reste assis sur ta chaise, ou touche pas à ça, t'as pas demandé, la façon d'éducation, ou au contraire, le parent qui se met à niveau, qui aide, ou qui dit, tais-toi, je suis en train de parler. On va avoir tellement de choses et c'est tout là, et en fait, ben, dans la stratégie, justement, ça va sortir que là, il y a peut-être une posture vers là, en plus de ce que la personne va demander. Comment on va pouvoir justement être à la meilleure place pour les accompagner par rapport à ce qu'ils demandent. Après, attention, hein, c'est pas une. Enfin, je crois que ça se sous-entend, mais c'est tellement plus une posture de sauveur que il y a, Mm. il y a, ça va dépasser. Il y a des fois, ça va être. Moi, j'adore. Je crois au miracle dans le sens. Je- tout est possible pour moi. Il y a ce petit truc, hein, ce petit truc de changement, ça va être dans l'émerveillement pour moi. Donc, une personne va dire, mais c'est pas un miracle, il retourne à l'école. Mais si, moi, quand un enfant qui a une phobie scolaire, qui est déscolarisé, etc., et puis qui retourne à l'école, ben, je suis waouh. Et, et il y a ce waouh qui est possible, même dans des toutes choses très simples comme le tableau, là. Le tableau, alors, faites à votre façon. Moi, je sais pas, c'est venu comme ça, sans le mettre de façon stratégique, en fait. Et c'est là où je vous dis, c'est venu tout seul. C'est que même dans la disposition, c'est un peu venu tout seul quand on est vraiment à vouloir le meilleur pour l'autre avec le cœur, avec ce côté authentique ou ce côté personnel. Moi, en tant Mm. que maman, je sais que les enfants, ils adorent ça, donc j'en ai mis un ou un truc comme ça. Venez chercher en vous le truc qui fait que ça a du sens pour vous. Et en fait, du coup, ça donne comment dire, un truc pertinent au-delà d'être juste euh, pour les personnes, en fait. Ouais, complètement. Et j'aimerais rebondir sur cette notion de sauveur. Mhm. À quel moment, tu vois, parce que tu dis, bah, moi, je crois que tout est possible. Et à quel moment est-ce que toi, tu arrives à identifier que tu pourrais basculer justement dans cette posture de la sauveuse en se disant, bah oui, tout est possible et donc je vais aller au bout du bout du bout. Et voilà, est-ce que toi, tu arrives à identifier cette bascule? Alors, la question est pas simple, hein, euh, et voilà, comment tu fais pour peut-être lâcher? Qu'est-ce qui te fait dire que ben, là, tu n'es peut-être plus la bonne personne pour accompagner? Comment est-ce que voilà, comment tu... Alors, déjà, je pense que enfin, il me semble que si un jour c'est figé, la réponse, j'ai la certitude que ça m'arrive plus, par exemple, je pense qu'il faut que j'arrête. Ça va Hmm. être le premier truc. Ça va être que s'il y a ce doute, ce questionnement sur est-ce que je suis à la bonne place et tout ça, c'est que il me semble que c'est un, une Un espèce garde-fou. oui, c'est ça. Pour un professionnel avec sa posture. Euh, Donc, évidemment, ça fait partie de mes accompagnements, de moi aussi, de vivre ça. Quelle est la limite? Comment on peut se placer? Est-ce que je suis vraiment dans ce que je dis que je suis? Ou est-ce que, enfin, voilà, vérifier bien ça constamment. Euh, J'aurais envie de partager, en tant qu'hypno, ça me paraît d'une évidence d'aller retourner vers cette intelligence du corps et des ressentis.
Ça commence à grincer, on a l'impression qu'on s'essouffle. Cette Mm. histoire d'énergie vitale aussi, comme je partageais au début de mes études, enfin pas que au début de mes études, une partie de mes études et de mon début de métier, où il y a un truc où ça résiste, hein, c'est le truc de voilà, ça coince, ça résiste, ça crise. Enfin, je sais pas, c'est un truc. Je suis kinesthésique, c'est sûr que je parle une partie kinesthésique de moi là, mais euh, quand même, je pense que c'est d'importance de le dire, c'est que sûrement qu'il y a un truc qui est plus fluide là, c'est qu'il y a à revoir quelque chose. Mm. Commencer par moi en disant, OK, est-ce que je suis en train de favoriser quelque chose, d'induire quelque chose? Il y a quelque chose dans l'hypnose qui est absolument magique, qui s'appelle la suggestion. C'est induire. On induit aussi en tant qu'hypnothérapeute des états de conscience modifiés, etc. Mais attention, pour moi, je le prends toujours dans un autre sens, c'est que on est là à côté à favoriser la personne à découvrir son processus d'auto-hypnose. Pour moi, c'est ça. Si on est là, alors on, on va vers le bon chemin enfin, on est pour la personne, j'ai envie de dire, on reste sûrement à une posture plus juste en tant que professionnel. Euh, donc, euh, faire attention de ne pas induire dans le sens j'y vais à fond, c'est ça qu'ils ont besoin. Non, on re-questionne à chaque consultation, même s'ils nous ont dit un truc au début, on revoit d'où ils en sont, même l'heure après. Enfin, j'ai envie de dire, Mm. on repart de la personne. on- et par contre, avec ça, on repart de la personne. Et là, on va utiliser nos outils hypnotiques comme la suggestion, qui devrait être un fondement des enseignements en médecine pour la suggestion de santé, la suggestion de ressources, la suggestion de guérir. Ah, guérir, j'adore. Guérir en 2 mots. La joie. Mm. De suggérer la vitalité, la joie, le rayonnement, quelque chose qui se met en mouvement, qui se défige, mais qui va vers la purification et la transformation, mais au niveau cellulaire, au niveau santé vraiment très basique au basique, si biochimique ou biologique, si on veut aussi le prendre sur le plan de la santé physique. Donc c'est ça, c'est euh, fondamental pour moi d'aller dans quand même son intelligence corporelle ou intuitive de ce ressenti-là. Après, ça s'appelle aussi la supervision, hein, comme Mm. on peut le dire. On vient, et puis surtout quand c'est difficile, c'est pas simple, mais aller poser sa vulnérabilité, dire waouh, est-ce que je fais bien là? Est-ce que je suis allée trop loin? Qu'est-ce que c'est que le brainstorming des autres là pour voir un peu comment ajuster? Bah, c'est l'humilité, hein, c'est une posture d'humilité, c'est pas Mm. simple. J'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui offrent des partages quand j'accompagne, parce que c'est un cadeau pour tout le monde et pour elles en premier, évidemment. Mais voilà, donc je pense que ça fait déjà 2 grandes clés qui me gardent, justement, comme tu disais, en garde-fou de Mm. ma posture. Euh, j'ai répondu à ta question? Ouais, ouais, complètement, complètement. Et du coup, moi, je vois que l'heure tourne en plus, donc j'aimerais que ça file quand c'est passionnant, on voit pas le temps passer. Euh, alors, tu es formé en théorie de l'attachement, on est en train de préparer là enfin, tu es en train de préparer une formation pour Kiddy Mind à ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous partager quel impact ça a eu, cette formation, euh, sur ta pratique à toi, sur la professionnelle d'accompagnement, sur le médecin que tu es aujourd'hui? C'est passionnant. Alors, la théorie de l'attachement, c'est arrivé par mon diplôme universitaire d'accompagnement à parentalité, où on a eu un petit module sur la théorie de l'attachement, mais c'était juste, je ne sais plus, de quelques heures. Et puis, un enchaînement de circonstances et des rencontres exceptionnelles, notamment de aussi Anne Reynaud, qui a créé l'Institut de la parentalité, ont fait que il y a eu ce truc d'aller se former un peu plus sur la théorie de l'attachement. Donc, j'ai fait l'année universitaire. Wow. C'est un sacré truc parce que la théorie de l'attachement, c'est une théorie scientifique. Donc, j'étais repartie un peu en arrière là, sur la façon d'apprentissage
vraiment universitaire de cette théorie qui est incroyable, hein. Donc, en effet, je trouve qu'elle est à diffuser et je suis ravie de pouvoir le faire prochainement. Euh, Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ma pratique? Beaucoup. C'est-à-dire que déjà, pendant la formation, qui était pour le coup enseignée de façon universitaire, donc pas avec un processus de développement personnel, des mises en application entre nous, etc. du tout, hein. Euh, une phase de développement personnel, quand même, malgré le format universitaire, c'est-à-dire de dire, wow, et moi, quel style d'attachement j'ai, comment je fonctionne en tant qu'humaine, moi, humaine, mes souvenirs de ma propre enfance, comment j'ai grandi avec quel attachement j'ai. Et puis après, cette formation, elle est passionnante parce qu'elle va des enfants jusqu'aux personnes âgées et puis dans différents domaines de la vie, etc. Donc l'attachement évolue en fonction de la vie et des circonstances de vie. Et en fait, donc dans le couple, mais l'attachement aussi, de la construction d'attachement de mes propres enfants, etc. Ça a été, alors avec beaucoup de joie, je partage ma propre vulnérabilité. Ça a été un moment et où j'ai beaucoup apprécié parce qu'à l'époque, c'était encore Nicole Guédné qui faisait le début et qui enseignait beaucoup le format universitaire. Et elle était très authentique. Une femme passionnée par le sujet, référence aussi avec plusieurs livres de référence scientifiques sur le sujet, avec son mari qui est pédopsychiatre, donc un couple référent en théorie de l'attachement en France. Et en fait, elle est très authentique sur son propre style d'attachement. Et elle nous montrait. Alors là, par exemple, je m'énerve un peu, mais par exemple, moi, avec mon attachement insécure ou la façon de. Et j'ai trouvé ça, mais une chance d'être enseignée par quelqu'un qui incarnait sa théorie. Hmm. Et ça, mais ça m'a montré non seulement un modèle justement de façon de comprendre, enfin voilà, le côté incarné de la théorie et le décodage de son propre style d'attachement qu'elle nous faisait souvent face à quelques petites situations qui pouvaient être entre les cours ou des trucs qui l'énervaient ou enfin, voilà, il y avait des fonctions, une fonction à son enseignement avec ça. Je trouvais ça vraiment humain et chouette. Moi qui avais un peu de mal sur le côté de retour à l'universitaire. Et, euh, et donc, il y a eu ça pour moi. Je me suis dit, OK, j'ai un attachement insécure. Hein, c'était incroyable de décoder. Et puis, j'avais des pans de ma vie où mon attachement n'était pas le même en fonction des moments de ma vie. Il y a eu des traumatismes qui ont changé mon style d'attachement, etc. Et mon enfance avec toute une façon de revisiter avec la théorie de l'attachement. Et ça a permis un grand cheminement où de de reprogrammer peut-être. J'avais déjà été formée en reprogrammation dans ici, mais je vais me dire ce mot-là quand même, hein. On transforme à l'intérieur de soi vers la sécurisation émotionnelle, vers un attachement sécure. Et une façon beaucoup plus apaisée, stable d'être dans sa façon d'être. Hmm. Pas que ces comportements au sens réactionnel, c'est aussi justement ce côté être. Et donc, inévitablement, ça a été répercussion sur mon approche professionnelle, puisque j'ai compris l'importance d'être une figure d'attachement provisoire, cette posture de personne ressource, mais au sens attachementiste, qu'est un professionnel thérapeute par rapport à une personne qui arrive avec un système d'attachement forcément activé quand il est en vulnérabilité, en fait. Et qu'est-ce que ça engage dans l'accompagnement à la parentalité quand on a son système d'attachement activé? Il y a une histoire que la personne en face, si elle est en insécurité, c'est-à-dire son attachement bloque en fait l'exploration. Ça, c'est toutes des choses que je vais partager pour le côté théorique, mais donc elle n'est pas capable de recevoir des conseils. Hmm. Donc, on apprend à avoir une posture d'abord de sécurisation pour les personnes qui sont justement dans cette insécurité émotionnelle. On valorise, et ça rejoint le côté de l'hypnose, mais c'est encore une grille de lecture différente qui ajuste, ouais, là, ça devient la dentelle, c'est magnifique, on sait exactement ce qu'on fait, là où on le fait, en fait. Et le parent, à mesure, va baisser son activation, on va dire, son système d'attachement va se désactiver et va créer l'opportunité d'avoir le système d'exploration. C'est comme une balance.
Ça, c'est quelque chose qui fait partie de la théorie. Et donc, la personne peut recevoir des guidances ou même aller explorer elle-même ce qui se passe à l'intérieur d'elle, etc. Et on transforme, on transforme notre pratique, notre posture. Et ça, c'est juste une partie. Parce qu'après, il y a tout l'accompagnement vers la sécurisation des parents vers leurs enfants. Mais il y a aussi les enjeux qui existent dans l'aide sociale à l'enfance, de ne pas changer les familles d'accueil ou les référents, etc. Dans les crèches, les référents, mais ils sont nécessaires en fait, parce que ce sont des figures d'attachement. Et de connaître la théorie permet des mises en pratique qui sont d'un bon sens incroyable, mais que on entend les parents dire, ah mais non, mais je veux pas, je préfère pas mettre à la crèche, je voudrais une nounou pour... Mais oui, vous êtes en train de parler de ce que vous souhaitez, avoir une figure d'attachement pour votre enfant. Et en crèche, à l'inverse, il y a besoin d'aller vers ce truc de référent de crèche par rapport à certains enfants. Et comment on fait le jour où il n'y a pas le référent et comment on s'adapte par rapport à tout ça. Donc il y a des... Bon, là, j'ai parlé de la petite enfance, mais on retrouve ça avec les enseignants plus tard, etc. C'est partout dans la vie, en fait. Hein. C'est pareil avec un conjoint, un partenaire amoureux, etc. Donc, ça a littéralement transformé qui je suis, mais aussi la professionnelle. Donc, je serais ravie de pouvoir partager un plus grand nombre de ceux qui ont envie de découvrir ce format-là, qui est évidemment singulier, mais qui permet aussi à plein de monde de profiter sans les trajets. Tout Mm. ça. Ah ouais, j'ai hâte parce qu'on perçoit bien dans ce que tu expliques toutes les dimensions de la vie que ça vient impacter finalement et combien ça peut changer effectivement, notamment dans la sphère professionnelle, le professionnel qu'on est, comment on incarne et puis les personnes qu'on accompagne finalement. Mhm. Ça paraît même fou que ce type de formation ne soit pas davantage proposé, diffusé parmi l'ensemble des professionnels. Tu vois, tu citais là rapidement les enseignants, mais je pensais justement à eux, tu vois, quand je t'écoutais, je me disais effectivement Ah, mais comment... c'est Mm, bouleversant. Hein. Ça a un côté un petit peu ouais, décourageant si on le prend dans le mauvais sens, tellement on se dit, mais waouh, comment ça se fait? Et en même temps, bah, c'est le début, c'est l'acceptation un peu plus générale, elle date que des années 80 dans le milieu francophone occidental français, hein, parce qu'il y avait beaucoup de remises en question par rapport à la psychanalyse et tout ça, donc c'est très récent. Donc on laisse le temps, on y croit, on diffuse. mm, Et puis, les principes, c'est pour, même avec ce que vous avez entendu là, diffuser déjà, j'ai envie de dire, c'est important de revenir vers ça. Il y a plein de choses sur la théorie de l'attachement, c'est diffusé quand même beaucoup en francophonie mondiale. Donc, on peut trouver des sites internet, j'imagine, et du YouTube ou quoi que ce soit qui soit qualitatif sur la théorie de l'attachement. Je prétends absolument pas à que ce soit un truc, au contraire, enfin, un truc exceptionnel dans le sens. Mais bien sûr que ça a été unique parce que je propose quelque chose qui intègre à tout ce qu'on vient de partager, qui je suis, etc. Mais c'est au-delà de ça, c'est possible d'aller trouver vos ressources ailleurs. Et ça, je trouve que c'est important de le dire mm. et que je sais que tu es comme ça aussi et que c'est pour ça que tu me permets de le dire. C'est hyper important. On est bien au-delà de vouloir que vous fassiez cette formation-là. Pour moi, en tout cas, je le prends comme ça, de la façon dont tu m'as Mm. proposé de le faire et je trouve ça génial. Trop bien, j'ai hâte. Écoute, avant qu'on termine ce podcast, j'ai une dernière question, un petit peu plus pratico-pratique peut-être. Est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un film, quelque chose euh, qui t'a particulièrement marqué ou aidé euh, sur le plan personnel ou professionnel d'ailleurs, c'est vrai que je ne le précise pas toujours, que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent? Ça va faire un peu comme le début, finalement, tu vois, je vais terminer comme le Ah oui, début. c'est hyper réducteur, hein, c'est sûr. C'est hyper réducteur. Moi qui suis une grande lectrice, j'adore aller ouvrir sur tout ce qui existe dans le monde et de tous les domaines, autant de sagesse que de... Il y a quand même
un truc qui est venu là, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est un philosophe contemporain, qui est un livre très accessible, je pense, qui amène de la résilience et des possibilités, et qui donne des exemples concrets, précis. Il y a toute une partie de la population qui a besoin voilà, d'être un peu en joie de lire, je pense, ce genre de livre qui amène de l'espoir aussi, et de l'espérance, même peut-être à tout ce qui est compliqué dans la vie. En fait, hein. Je fais partie des personnes qui se considèrent dedans. Si je suis en chemin, etc., si je peux partager, proposer tout ce que je fais aujourd'hui, si je suis qui je suis, c'est aussi par mon chemin éprouvé et des échecs aussi, ou ce qu'on pourrait nommer des échecs, mais qui n'en sont pas, et qui sont le principe de résilience. Je crois beaucoup. Je ne sais pas si c'est venu là, mais je ne l'ai pas relu depuis longtemps, donc c'est drôle parce que, bon, il a fait partie de mon chemin et il y a de nombreuses années, en fait. Donc, ce n'est pas un livre que j'ai lu récemment. Après, moi, j'aime beaucoup Irving Yalom. Donc, ça, c'est vrai que c'est plus précis, mais je crois que c'est pas ce qui est venu en premier, donc Hmm. il y a un truc Ouais. qui est venu en premier, c'est ça. Ah, je crois que c'est Isabelle Payot que j'avais eu sur le podcast qui nous avait parlé de Irving Yalom aussi. Ah Tu l'avais ouais. cité en ressources, effectivement. Il me Ah, semble que c'était là. Ouais. bah, du coup, voilà, vous allez voir l'autre podcast et C'est ça. vous aurez des réponses. Moi, ouais, voilà, bah, je crois que après, si tu me dis sur le plan perso, c'est Rodin, le sculpteur. Ok. Il y a un truc chez moi avec le côté artistique de l'œuvre qui émerge de la matière, de, de ce qui dépasse l'artiste. Il y a un truc. Mais Rodin, il s'est figé, c'est une statue, alors que là, moi, c'est un mouvement. Mais Hmm. je suis très inspirée par Rodin. Ah, merci. Merci de terminer sur ça parce qu'on a démarré avec l'œuvre et le côté artiste. Puis on termine avec ça. Merci infiniment. C'était passionnant. J'ai envie de te laisser le mot de la fin quand même pour clôturer. Ouais, t'es adorable. Euh, j'ai un truc du cœur, hein, donc le rayonnement, rayonner, la joie. La joie, pour moi, c'est l'expression de l'amour. Rayonnez votre joie. On n'est jamais trop bisounours. C'est un beau mot de la fin, ça, ou quoi? Non, C'est un beau mot de la fin. j'assume complètement. Et c'est en même temps que la femme qui a des vulnérabilités ou qui a vécu, découvert ses blessures, que je dis ça. C'est l'enfant, là, c'est sûr, c'est ma mission, hein, mais l'enfant intérieur en tous, le côté, là, c'est pur. Il y a jamais trop bisounours. Écoute, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. Merci Isabelle. Au revoir à tout le monde et merci pour votre écoute. Vraiment merci.